Voilà, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur cet atelier. Nous sommes aujourd'hui avec le CESI et nous sommes très heureux d'être partenaires du CESI. Nous avons aujourd'hui des experts de la sécurité qui vont être avec nous pour cet atelier. Et je vais laisser la main au présentateur Gilles Choula. Gilles, est-ce que tu es là? Gilles Choula? Oui. Douglas, je suis là. C'est pas très facile pour moi. Je suis entre 3 ateliers au même moment. Donc, il me faut faire des switches. Alors, pas de souci. On va laisser la main. Oui. Pas de souci. On va laisser la main à nos experts, puisque de toute façon, les experts, ce n'est ni toi ni moi. On va laisser la parole aux experts. Alors, Simon est là. Ah, Simon a des petits soucis de connexion. Est-ce que Simon est là? Ah, c'est bon. Oui, c'est Dan qui va reprendre la main. Je vais laisser la main à Dan qui va présenter. Super, Dan. Voilà. Eh ben, Dan, ravi. Bonne arrivée sur cet atelier. Donc, je vais laisser la parole à Dan en saluant Patrick. Dan, plein feu. Allez, on y va. Alors, je vais partager en chantier tout le monde. Je vais partager mon écran avec, avec tout le monde. Volontiers. Et voilà. On y va. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran, tout le monde? Oui, c'est bon. Super, c'est parti. Donc, on attend les auditeurs ou bien tout le monde est, a priori est déjà connecté? Oui, là, je pense que là, on peut démarrer. Très bien, super. Donc, bienvenue tout le monde à notre atelier numéro 3, donc sur les outils de sensibilisation du RSSI. Donc, merci aux organisateurs. Et merci à Didier également et à Douglas. Alors, donc Dan pour la société Cyber Solutions. À mes côtés, donc Patrick Chriki, directeur technique, et Simon Friedman, consultant en cybersécurité, avec Marcel Silbon, qui est notre ingénieur avant-vente. Alors, donc aujourd'hui, à notre programme, on a un programme assez chargé, puisqu'on va parler des outils. Sincèrement, on va parler de tout ce qui est transformation de digital, les risques cyber associés, tout ce qui est sensibilisation, gouvernance et les outils. Donc, ça, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, en 1 heure de temps, je n'ai pas la prétention d'avoir une liste exhaustive de tout ce qu'un RSI devrait avoir comme outil. Mais en tout cas, on va essayer d'aborder certains points clés en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, notamment tout ce qui est gestion des logs, gestion des comptes à privilèges, l'automatisation de réponse à incidents, sécurisation des API ou encore la threat intelligence. Donc, et on va laisser quelques minutes à la fin, évidemment, pour des questions-réponses. D'accord? Alors, donc, je crois que vous connaissez, vous avez déjà assisté, vous avez déjà pu découvrir ces données qui ont été partagées par le CESIA. Donc, c'est des informations très intéressantes par rapport au niveau de maturité de la cybersécurité en Afrique. Donc, on va passer ce slide-là. Mais aujourd'hui, donc, on est en pleine transformation digitale. Donc, avec et cela, on est ce qu'on appelle dans la 4e révolution, qui s'appelle la révolution digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les processus de service, en fait, sont en train d'être numérisés et avec les ordinateurs. Et donc, on est en face de l'IA, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, le big data, ou bien encore les objets connectés, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, j'en passe. Et évidemment, sans manquer, grâce à la crise Covid, le télétravail qui a monté en puissance. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la sécurité, avant la sécurité, c'était un métier de support pour l'entreprise. Aujourd'hui, la sécurité, c'est devenu en fait l'axe fondamental de l'entreprise. Et tout repose, l'informatique, toute l'informatique de l'entreprise, en fait, va être la clé de voûte pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Comme vous le savez, on bascule dans le digital. Donc, nous, on bascule en tant qu'entreprise, mais les criminels également basculent vers le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de n'importe quel endroit dans le monde, on peut en fait attaquer une entreprise ou une entité ou un service, peu importe s'ils sont en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, le monde est interconnecté et cela donc engendre forcément des risques. Donc, on a le risque qui est le plus connu, la contamination virale. Donc, à l'époque, c'était le virus. Mais aujourd'hui, c'est le ransomware pour rançon et software, ransomware. Donc, on a vu en guise d'introduction sur toutes les
des données en CESIA, des données statistiques, que 70% des attaques, c'était du phishing. Alors, donc en fait, avec le Covid, les entreprises ont entériné cette révolution digitale et cela va engendrer des risques. Quels sont les risques? C'est que dans un monde interconnecté, comme je vous ai dit, donc une personne au Brésil peut sans aucun problème attaquer une entreprise qui est basée en Afrique. Donc, on est obligé de se protéger. Et ce qui se passe, c'est que les hackers, ils ont aussi industrialisé leur mode opératoire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, acheter un kit libre en open source, se procurer un kit de phishing ou de rançon, etc. Et donc, cela représente un risque pour l'entreprise. Donc, on a parlé du ransomware, on a le déni de service, la fuite de données, ça c'est embêtant par rapport aux données sensibles, soit dans un cadre RGPD ou autre, ou même sans ça, juste la perte d'informations de l'entreprise, des utilisateurs, ça peut représenter un vrai risque pour l'entreprise. Sans parler de la perte d'intégrité et surtout l'atteinte à l'image de l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui les principaux risques majeurs qu'une entreprise peut avoir. Alors, vous connaissez certainement le modèle kill chain. Donc, un attaquant ne se lève pas un jour et se dit « je vais attaquer une entreprise ». La durée moyenne d'une attaque avant qu'elle soit découverte prend environ 180 jours, 200 jours, ça dépend des statistiques, mais le processus est le même. C'est-à-dire qu'on va avoir premièrement une reconnaissance, on va préparer l'attaque, on voit du phishing, c'est un élément clé de cette cyber kill chain. Après, on va compromettre un compte, on va commencer à faire les contrôles, exploitation, on va s'élever en privilège pour avoir des droits d'admin, et voilà, on va commencer à faire extraire des données, etc. Donc, on voit que les hackers, ils ont aujourd'hui, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les hackers pirataient pour des raisons politiques ou bien pour revendiquer des revendications autres. Mais aujourd'hui, c'est devenu un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un hacker, il gagne de l'argent en piratant en fait, les entreprises. Donc, du coup, c'est une économie. Et donc, si c'est une économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gangs sont vraiment, on parle de gangs, ils sont très, très bien organisés. Et donc, les entreprises doivent aussi pouvoir se prémunir, puisqu'on a en face de nous des gens très, très professionnels qui en fait, vont perpétrer leur attaque uniquement pour des raisons financières, pécuniaires. Alors, j'ai pu noter également dans les statistiques qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de entreprises en Afrique, les RSSI en tous les cas, je vous salue. Vous avez une démarche de sensibilisation à la cybersécurité, c'est très bien, il faut continuer. Donc ça, c'est une base fondamentale pour un RSSI de pouvoir sensibiliser ses employés, ses collaborateurs. Donc il y a tout ce qui est sensibilisation à la RGPD, protection des données, et évidemment tout ce qui est tentative classique d'attaque, le phishing numéro 1, et surtout les bons réflexes à adopter. Par exemple, ne pas télécharger des programmes inconnus, ne pas rentrer sur le poste de travail des clés amovibles, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la partie sensibilisation. À cela va se greffer, on a besoin de faire des pentests ou des audits de vulnérabilité pour pouvoir savoir où on en est aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas avoir un plan d'action si on ne sait pas ce qu'il faut améliorer et où le bas blesse. Donc, c'est important de faire des audits de vulnérabilité de manière régulière, au moins une fois par an, idéalement au moins une fois par trimestre. Donc après, pour les entreprises, en fonction de leur maturité, on va pouvoir aller dans une démarche ISO, de certification ISO 27001. Et pour les RSSI, c'est vraiment important d'avoir une gouvernance de sécurité, la PSSI, ou la politique de sécurité du système d'information. Donc ça, c'est la base pour pouvoir être un chef d'orchestre. Il faut avoir en fait un plan pour pouvoir bien mener à bien ta politique de sécurité. Donc ça, c'est côté sensibilisation. Après, il y a les formations classiques qui sont soit on va d'abord certifier un service de l'entreprise ou bien toute l'entreprise. Ça prend du temps, mais en tous les cas, c'est un gage de maturité et elle va permettre à l'entreprise d'avoir en fait une direction par rapport à
à ces exigences de sécurité et pouvoir vraiment se prémunir des risques cyber. Alors, il y a à la fois la certification pour l'entreprise ou pour un service d'une entreprise, mais il y a aussi les personnes. Donc, les RSSI aussi peuvent se certifier. Donc, il y a ce qu'on appelle le lead implementer, ISO 27000 lead implementer ou bien leader. Bref, voilà. Donc, vous connaissez certainement ces formations certifiantes. Alors, je vais laisser Patrick, mon collègue, donc, directeur technique chez Cybersolutions, parler de quelques minutes sur la partie gouvernance et j'enchaîne par la suite. Patrick? Alors, au niveau de la gouvernance pour le RGPD, ce qu'on appelle en fait le SecGov, en fait, on remarque que le RGPD, c'est réellement un outil pour le RSSI pour s'assurer de la sécurité de ce système d'information. Alors, le micro, on n'entend pas très bien. Ah. On n'entend pas Patrick. Je ne sais pas si c'est normal. Enfin, non, je pense que ce n'est pas normal d'ailleurs. Je ne sais pas si… Dan entend Patrick? Ok, mais sinon, on continue. Attendez, ça va être bon. Ça va être bon. Alors, on entend un tout petit peu. Alors que Dan, on entendait très bien et Patrick, on entend un peu très, très lointain. Pour une partie qui est pourtant extrêmement utile, la gouvernance. Allô, allô? Oui. Là, vous m'entendez? Ah, oui. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allô, Par contre, là, Patrick. Allez, on y va. allô, allô? Oui, Patrick. C'est bon, Patrick, parfait. Bon. Écoutez, je continue donc sur la partie RGPD. Donc, la RGPD, donc c'est le règlement général de la protection des données, hein, donc connu. Donc, même si en Afrique aujourd'hui, on n'est pas directement impacté parce qu'aujourd'hui les entreprises africaines sont en Afrique, donc voilà. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de prestataires, de services, des sociétés. Vous là? Oui, Patrick. Oui, Patrick. Oui, là, c'est bon, Patrick. C'est parti. Impeccable. Ah, c'est bon? Ok, super. Bon. Alors, je me mets… Voilà, ça, je vous entends bien. Excusez-moi, hein, petit souci technique. Pas de souci. Pas de souci. Alors, où j'en étais. Donc, on se rend bien compte que… Alors, je ne vais pas m'éterniser sur le RGPD. Hein, ça a été fait longuement dans les ateliers précédents. Juste pour souligner que le RGPD, c'est un réel outil de gouvernance pour un système d'information, pour un RSSI. C'est un outil qui va lui permettre de savoir où est-ce qu'il en est sur sa conformité, donc tant au niveau de la sécurité que de la niveau réglementation, tout en étant bien conscient que le RGPD ne concerne pas l'Afrique, hein, puisque c'est un règlement européen, mais ça reste quand même un bon facteur de gouvernance. Alors, au niveau donc du SecGov, on va un peu discuter des enjeux sécuritaires du RGPD. Les enjeux sécuritaires, outre la technicité de la chose, en fait, on a 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est réellement de recréer de la confiance. Avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend tous les jours, réellement avec toutes ces entreprises qui se font attaquer, le but du RGPD, c'est réellement de recréer une confiance des entreprises entre elles et des entreprises vers leurs utilisateurs. Et ça, c'est réellement un point majeur du RGPD. Le deuxième point, le deuxième enjeu, réellement pour le RGPD, c'est réellement la responsabilisation des acteurs internes, donc dont on parle évidemment des salariés, mais aussi des sous-traitants. Donc les sous-traitants de l'entreprise en termes de traitement de données, évidemment. Donc, on parle de réellement mettre en place des process qui vont permettre de gérer tous ces transferts de données. Et là, on est en plein dedans pour l'Afrique, à savoir qu'une entreprise qui est basée en Europe et qui sous-traite une partie de ses traitements en Afrique pour diverses raisons, elle va être obligée, cette entreprise en Afrique, d'être soumise elle aussi au RGPD parce qu'elle traite des données européennes. Donc ça, c'est un impact qui est réel parce que l'Afrique, c'est pas un continent qui est complètement isolé. Hein. C'est un continent qui dialogue énormément, entre autres, avec la France, que ce soit du fait du business ou même de sa diaspora qui ouvre des business en France. Donc là, on a un réel impact du RGPD en Afrique.
Donc, on peut remarquer sur cette carte que sur les 54 pays d'Afrique, il n'y en a que 32 qui disposent d'une loi sur la protection des données. Alors, on ne parle pas de RGPD, hein, c'est juste des prémices, mais c'est dire combien la tâche qui nous attend est énorme. Voilà. Super. Merci Patrick. Super. Donc avant, je reprends la main sur la partie en fait les outils et la gouvernance. Donc en fait, là vous pouvez constater en fait, comme Patrick l'a bien dit, a expliqué. Donc on est obligé de travailler à un RSI, est obligé de travailler en parallèle à la fois au niveau de la gouvernance, gestion des risques. Chaque entreprise prend des risques et donc le but, enfin un des métiers du RSI, c'est mesurer le risque et l'impact que cela peut impacter son entreprise. Donc, il va mettre en place une PSSI, etc. Mais donc, on parlait de la gouvernance, il y a aussi les outils pour la partie sécurité opérationnelle. Donc, si on n'a pas un antivirus, un firewall et un proxy à minima, c'est vraiment, on est dans un risque vraiment exposé au maximum. Donc, évidemment, chaque entreprise, par rapport à sa taille, par rapport à ses budgets et son secteur d'activité, vont pouvoir allouer plus ou moins un budget différent. Dans tous les cas, il faudrait idéalement tendre vers la pointe de cette pyramide. C'est-à-dire, donc, premièrement, passer par une étape intermédiaire à avoir, par exemple, on va pouvoir gérer les comptes à privilèges. Hein, donc, ça, c'est le maillon faible de la sécurité. On travaille avec des prestataires, des mainteneurs. Donc, ça, on va en parler tout à l'heure plus en détail, mais voilà, ça, c'est un vrai risque. Mettre en place des sondes de détection, des IPS, tout ce qui est SSO, c'est-à-dire gestion de l'authentification forte, la gestion de mots de passe, qui aujourd'hui, souvent, on voit sur les équipements réseau sécurité, on a encore les mots de passe initial 1, 2, 3, 4 de l'équipement, et même les personnes des employés utilisent le même mot de passe personnel, professionnel, utilisent leur email professionnel pour des raisons personnelles. Donc, c'est compliqué, puisque si jamais un attaquant prend la main d'un compte d'entreprise, d'un employé, et qu'il a le mot de passe personnel, il va pouvoir accéder facilement à l'environnement professionnel. Il y a la gestion des identités, et voilà plus. Donc, en parallèle, ça va exiger mettre en place un annuaire avec des droits d'accès, un AD ou un LDAP, peu importe. Mais en tous les cas, avoir en fait une segmentation, en fait, un partage des responsabilités et qui a le droit d'accéder à quel asset de l'entreprise. D'accord? Et donc, il y a aussi tout ce qui est backup, mettre en place un PRA, un PCA, et si possible, avoir un SOC internalisé, externalisé, en tous les cas, avoir une gestion des incidents. Donc là, on monte dans cette pyramide avec tout ce qui est justement la gestion des incidents, avoir un EDR, un SIEM, et si on est encore plus mature, avoir la Threat Intelligence ou de la User Behavior Analysis. Ça, c'est vraiment la Threat Intelligence, on parle de sécurité V2, on va en parler aussi tout à l'heure. Mais in fine, l'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir couvrir, d'être en conformité, de passer la certification ISO 27001 en tant qu'entreprise ou d'un service, et aussi pouvoir remplir les 114 règles, les bonnes pratiques de l'ISO 27002 qui sont en fait, qui ont été réparties en plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres. Donc, c'est bien de suivre ces bonnes pratiques. Voilà. Après, il y a la RGPD et il y a aussi d'autres bonnes pratiques comme le OWASP Top 10 par rapport aux vulnérabilités des API, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est au niveau des outils et de la gouvernance. En fait, pour l'entreprise, elle a besoin de monter en maturité au fur et à mesure de son évolution et de ses besoins et ses budgets aussi. Alors, donc, on a parlé des outils. Donc, je vous ai dit en guise d'introduction, on ne pourra pas couvrir tous les outils parce qu'il y a quand même il peut y avoir une cinquantaine d'outils à disposition d'un RSSI, mais on va prendre 5 sujets principalement. On va parler de la base qui est en fait la gestion de log. Alors, quand on parle de gestion de log, en fait, vous allez me dire, bon, bah, en fait, oui, j'ai mon firewall, j'ai mon antivirus, ils vont collecter les logs. Oui, c'est vrai, sauf que ils vont collecter les logs localement. Donc, il n'y a pas un point central où on peut collecter les logs. Et surtout, les équipements périmétriques vont stocker les logs de manière isolée. Et si jamais il y a une enquête judiciaire qui demande de revenir en arrière 180 jours, puisqu'une attaque moyenne est la durée 180 jours, donc 6 mois, les données seront déjà archivées.
Et là, ça devient compliqué puisque aller récupérer des données qui sont archivées et faire des recherches, ça va prendre beaucoup de temps. On va perdre 2-3 jours juste pour retrouver l'information. Alors que si jamais on est sous une attaque ou si on est sous une requête judiciaire, on a besoin d'aller très très vite et de fournir les logs pertinents. C'est pour ça qu'en fait, Dan, je me permets juste. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les équipements périmétriques, ils n'archivent pas les logs. En fait, ils les détruisent parce que c'est un système de buffer en FIFO. Donc, si vous ne mettez pas un puits de log pour récupérer ces équipements, il est quasi certain que vous ne pourrez pas revenir à plus d'1 mois en arrière. Tout à fait. Tout à fait. Donc le but d'une solution de gestion de log, c'est premièrement collecter et stocker de manière sécurisée en un seul endroit les logs de tous les équipements, que ce soit équipement réseau, base de données, applications, serveurs ou autre. Donc, vous avez un repositoire central où toutes les données sont stockées, les logs sont stockés, les journaux d'événements de manière officielle RGPD. Donc, c'est les journaux d'événements de tous mes événements de l'entreprise. Et ensuite, je peux les stocker de manière sécurisée. Alors, il faut juste, je fais une aparté. Aujourd'hui, les gens parfois confondent un SIEM et un outil de gestion de log. Ce sont deux sujets différents. À la base, il y a une dizaine d'années, on parlait du marché du SIEM et des besoins au marché de SIEM. C'est quoi le SIEM? C'est la gestion de log. Donc, c'est ce dont on parle. Et la partie SIEM, c'est la partie plutôt gestion des événements, la partie corrélation. Donc, quand on parle de corrélation, on est déjà dans un niveau de maturité plus élevé. Mais la base, c'est la partie gestion de log. On ne peut pas faire de corrélation si on n'a pas les logs qui sont dans un endroit. Et donc, la contraction du SIEM de SIEM est devenue le marché du SIEM. Donc, c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui font les deux, mais on peut tout à fait, et c'est vraiment nécessaire d'avoir une bonne solution de gestion de log pour pouvoir assurer, en fait, déjà répondre à une exigence légale, la RGPD, d'accord, par exemple, donc qui demande de garder tous les journaux d'événements, mais aussi il y a un besoin légal de garder au moins 6 mois, voire 2 ans, 3 ans, 7 ans, des fois même 10 ans, en fonction du secteur d'activité. On a besoin de garder de manière sécurisée ces logs et pouvoir y accéder rapidement. Donc, ça, vraiment important. Donc là, si on a une requête judiciaire, et ça arrive dès qu'on a été victime d'une attaque, on a besoin de fournir les journaux d'événements et pouvoir garantir l'intégrité des données et la non-compromission. Donc là, si vous n'avez pas un outil qui le fait bien, eh ben, vous allez être mal à l'aise par rapport à une requête judiciaire. Donc voilà, quelques études que j'avais lues, en IMEA, donc dans l'Afrique, le délai moyen entre une attaque informatique et sa découverte, on parlait entre 180 jours et 200 jours. Donc, si vous n'avez pas un outil qui vous permet de remonter en arrière au moins 1 an, bah, vous allez avoir du mal à faire ces recherches post-mortem. Mis à part le côté juridique et réglementaire, on a en fait, même pour les employés et l'équipe sécurité informatique opérationnelle, on a besoin d'avoir un outil qui permet de faire du troubleshooting rapidement. Si jamais on a un souci, on veut revenir voir en arrière, qui a fait tel config, qui a modifié les configurations. Donc, on a besoin d'avoir un outil pour le troubleshooting. Et pour le management, c'est bien d'avoir des alertes pour savoir qu'est-ce qui se passe, soit performance du système d'information. Je ne parle pas là de corrélation, je parle uniquement de gestion de log, mais c'est un point fondamental. Donc voilà, schématiquement, donc, un puits de log va recevoir les logs de tout l'environnement informatique. Et pour les entreprises qui ont déjà un SIEM, d'accord, ou du big data, donc on pourra ensuite envoyer ces logs vers ces SIEM et ça va pouvoir, avec une bonne solution de gestion de log, vous allez pouvoir aussi réduire la volumétrie qui va être envoyée au SIEM et du coup, vous allez pouvoir optimiser, d'accord, la facture finale du SIEM puisque vous n'allez pas envoyer tous les logs au SIEM puisque le SIEM, son but, c'est de faire de la corrélation. Donc, un SIEM ne peut pas faire de la corrélation sur 180 jours. En termes de CPU, ça va pas le faire. Donc, le SIEM est fait pour faire de la corrélation sur 30 jours, 60 jours maximum, c'est les bonnes pratiques. Et donc, pour ça, il y a une zone de tampon, la gestion de log, qui va permettre, premièrement, d'alléger la charge au niveau du SIEM et aussi pouvoir filtrer et envoyer au SIEM uniquement les logs intéressants pour la pratique corrélation.
Donc ça, c'est la partie gestion de log. Un autre outil qui peut vraiment aider les RSSI, c'est en fait un outil qui s'appelle la gestion des comptes à privilèges. Alors, qui sont ces comptes à privilèges? Aujourd'hui, un admin, on appelle un admin quelqu'un qui a un compte root ou un compte admin, c'est lui un compte à privilèges. Alors, ça peut être des personnes internes dans l'entreprise, donc les admins classiques, ou bien des partenaires, des télémainteneurs qui doivent accéder à notre réseau, ou bien aussi des managers ou autres. Maintenant, quel est le souci? C'est qu'en fait, un administrateur, par défaut, il a les clés de l'entreprise. En fait, il a plus de pouvoir, virtuellement parlant, et de manière technique, il a plus de pouvoir que le PDG. Pourquoi? Parce qu'il peut créer des comptes, supprimer des comptes, modifier, ajouter, faire ce que bon lui semble. D'accord? Donc, un administrateur, par définition, et c'est un super user, et donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on a besoin d'avoir une solution qui permet, un outil qui permet de contrôler ces accès aujourd'hui qui sont sans limitation. Donc, on parle bien des admins internes et des télémainteneurs ou prestataires qui accèdent depuis l'extérieur. On a besoin de leur donner un compte admin pour pouvoir administrer, mettre à jour des bases de données, des applications ou autres. Donc, la réglementation également exige de savoir qui a fait quoi, donc ce qu'on appelle en anglais l'accountability, c'est-à-dire savoir qui a fait quoi, quand, et voilà, et avoir la preuve, de pouvoir avoir une vraie traçabilité des actions. Et donc ça, c'est important d'avoir un outil qui permet de contrôler, sachant qu'aujourd'hui, on voit que le maillon faible de la chaîne de sécurité, ce sont les prestataires de services. On a vu plusieurs Bouygues Construction. En fait, l'attaque qui a été effectuée, c'était par un prestataire qui a été hacké. Donc, en fait, même si votre entreprise elle est bien protégée, mais vos sous-traitants, vos fournisseurs, vos télémainteneurs, est-ce qu'eux aussi, ils ont le même niveau de sécurité que vous? Pas forcément. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il faut pouvoir limiter, premièrement, leur accès et leur droit d'accès aux serveurs, équipements qu'ils doivent administrer, premièrement. Et aussi, pouvoir délimiter qu'est-ce qu'ils font sur la machine et avoir une vraie trace pour pouvoir ensuite, en cas de litige, en cas de problème, remonter en arrière et montrer ce qui s'est fait. Et il y a certains outils qui permettent même de bloquer des actions malveillantes, etc. Donc ça, c'est la partie gestion des comptes à privilèges. Et notamment, à cela, ça va se greffer en règle générale une politique de gestion de mots de passe. Alors, ça peut être les mots de passe des utilisateurs, mais aussi des équipements qui vont être administrés. Quand je vous dis qu'un routeur ou un firewall, son mot de passe est 000 ou 1234, souvent on laisse le même mot de passe identique pour les différents types d'équipements. Sauf que, ou bien si on donne un accès à un télémainteneur, on va lui donner le mot de passe. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque ce télémainteneur va changer de société, va aller travailler pour une autre entreprise? Donc, il va connaître le mot de passe. Est-ce que vous avez changé le mot de passe de l'équipement cible? Pas forcément. À 90%, ce n'est pas le cas. Donc, comment on fait? C'est quand même si on a le mot de passe de l'équipement cible administré à un serveur ou le firewall central, c'est embêtant. D'accord? Donc, c'est vraiment important de mettre en place une politique de gestion des mots de passe. Peu importe équipement ou serveur administré. Un troisième outil qui peut, donc là, on monte déjà en maturité, hein, donc là, on parle déjà de la réponse à incident, même si aujourd'hui, c'est une exigence réglementaire, une des 114 mesures exigées par l'ISO 27002, qui est la gestion des incidents liés à la sécurité de l'information. Donc aujourd'hui, et ça, c'est l'ANSSI qui le dit, hein, en France, l'année dernière, en 2020, il y a eu 4 fois plus de cyberattaques qu'en 2019. C'est énorme. Et cela va ne faire que continuer. Malheureusement, les équipes sécurité, souvent le RSSI, il est seul, soit il a une ou deux personnes. Donc, les équipes sécurité sont vraiment très, très réduites. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup, il manque d'effectifs. Et le nombre de cybersolutions, le nombre de cyberattaques explose, à la fois en nombre, mais aussi en complexité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hackers, on l'a dit en guise d'introduction, les hackers industrialisent leur mode opératoire. Donc, du coup,
il faut être outillé en mesure pour pouvoir y répondre. Parce que sinon, on est complètement déplacé. Et on sait que dès qu'une cyberattaque commence, le compte à rebours est déclenché. Il faut aller vite et pouvoir éteindre le feu. Donc, si vous avez la chance d'être une société qui est hébergée par un MSSP ou enfin, qui est gérée, que votre sécurité opérationnelle est gérée par un MSSP, ou vous avez un SOC 24 sur 24, 7 jours sur 7, super. Mais malheureusement, étant donné des coûts assez importants d'un MSSP ou d'un SOC, voilà. Donc les entreprises ne peuvent pas, dans un premier temps, se permettre d'avoir une couverture 24 heures sur 24. Et donc, c'est important de pouvoir avoir une solution qui permet de vous aider d'automatiser la réponse à incident et de vous couvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'en fait, si on pense bien, un RSSI, même s'il travaille énormément, au plus, il va pouvoir passer 50% de son temps en entreprise, mais il a besoin de dormir, il a un week-end, il y a aussi une nuit de famille. Donc, on ne peut pas être 24 heures sur 24 disponible. Donc, ce n'est pas possible. Donc, pour cela, il y a des outils qui permettent de vous reposer sur ces outils-là pour être protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, schématiquement, un outil lequel on connaît bien, c'est en fait, on va récupérer soit les logs, soit les messages de votre outil de ticketing ou de votre SIEM, peu importe. Une plateforme d'automatisation va permettre de mettre en place des processus de remédiation, ce qu'on appelle un workflow ou un playbook. Et ensuite, on va, par rapport à un scénario donné, par exemple, une tentative de phishing, d'accord, qui a été alertée, on va recevoir une alerte de l'antivirus, sur une alerte, sur un téléchargement suspect d'une pièce jointe. Et donc, la plateforme va te dire, bah, écoute, je ne prends pas le risque. Tout de suite, je vais vouloir isoler le poste de travail au niveau du réseau. Je vais vouloir bloquer l'URL et bloquer l'adresse IP au niveau de mon pare-feu. Et voilà, donc du coup, je vais contenir l'attaque pour éviter la propagation de cette attaque. Donc vraiment, c'est des mesures simples, mais qui sont vraiment, vraiment nécessaires pour vous permettre d'aller au plus vite et pouvoir minimiser l'impact d'une cyberattaque. Parce qu'on a bien vu que le risque derrière est très important. Alors, on va passer à un autre sujet. Donc là, on va encore augmenter de niveau de maturité. En 2000, on va parler des API. Donc, tout ce qui est Application Programming Interface. C'est-à-dire, vous avez des applications et vous avez les API qui vont pouvoir interroger Salesforce, toutes les solutions qui sont accessibles par HTTP, HTTPS. Donc, aujourd'hui, ils vont utiliser des API. Sauf qu'en 2016, il y avait une centaine. En 2020, d'accord, ça a explosé et ça ne fait que continuer. Donc, une entreprise, n'importe laquelle, dès qu'elle est ouverte sur l'extérieur et qu'elle va échanger des données avec l'extérieur, avec des utilisateurs, les sites marchands ou des services qui vont proposer des services en ligne, etc., ils vont tous utiliser des API. Alors, vous allez me dire, bon, quel est le souci? En fait, c'est que les API, en fait, c'est le point central qui va donner accès aux données et des applications de l'entreprise. Donc, du coup, c'est la clé de voûte. Donc, si on a accès à cette API, on peut avoir accès aux applications. Alors, il y a des entreprises qui vont développer des API, très bien, mais il y a aussi, mais sauf qu'on voit bien que les développeurs d'API, donc ce qu'on appelle le DevOps, la sécurité n'est pas une priorité. Elle est prise en charge dans leur cahier des charges, mais ce n'est pas forcément la priorité. Ils n'ont pas non plus les compétences. Et c'est encore plus vrai en cas d'externalisation lorsqu'on va acheter une API toute près d'un tiers. Donc là, on n'a aucune visibilité sur le cycle de développement et on n'a pas de maîtrise sur la sécurité. Donc, toutes les entreprises font un effort extraordinaire, en France aussi, sur la partie RGPD, c'est-à-dire sécuriser les données au repos, au niveau des bases de données, etc. Mais la RGPD demande également que les données soient sécurisées lors du transit de l'information. Donc ça, c'est le chapitre 4 de la RGPD. Donc du coup,
La RGPD exige également que les données soient vraiment chiffrées, sécurisées, qu'on ne puisse pas injecter du code lors du transit de l'information, etc. Donc, on voit le nombre d'API ne fait qu'augmenter et les hackers voient qu'aujourd'hui, c'est un maillon faible. D'accord? Donc, ils déportent leurs attaques vers ces API-là qui sont de plus en plus sollicitées. Et on voit que Gartner dit qu'en 2022, les API vont devenir le numéro 1, le vecteur d'attaque numéro 1 pour les entreprises. Donc, on a de quoi s'inquiéter. Alors, donc, il y a des bonnes pratiques pour pouvoir sécuriser les API. Donc, il y a notamment le OWASP Top 10 Vulnerabilities. Donc là, on va parler de comment se prémunir d'une attaque par déni de service ou bien par déni de service distribué, DDoS. Après, il y a tout ce qui est vol de données par le biais d'une attaque man in the middle. Donc, en fait, l'attaquant va être au milieu entre la personne qui lance la requête HTTPS et l'API en destination. Et donc, va prétendre que c'est lui le bon interlocuteur, l'API, et du coup, il va avoir tous les identifiants de l'utilisateur et il va les utiliser à mauvais escient pour aller extraire des données, voler des données. Donc, malheureusement, on voit que dans les API aussi, il y a parfois une faible authentification. Et comme c'est du trafic HTTPS, un bon hacker peut facilement injecter du code SQL et faire du cross-site scripting, XSS. Donc voilà, donc pour ceux qui font appel à des API par rapport à leur métier, on leur conseille vraiment de faire au moins un état des lieux des API, de savoir ce qui est fait. Est-ce que mes API par rapport à leur schéma en finale, au niveau du back-end, est-ce que ma requête, elle est bien conforme au schéma du back-end? Et donc, faire l'état des lieux des API ou faire du pentest API. Donc, de même manière qu'on a dit en guise d'introduction, on fait du pentest au niveau externe. Donc là, on va faire du pentest au niveau de l'API elle-même pour voir est-ce qu'elle est sécurisée, est-ce que vraiment, quelles sont les vulnérabilités, ou comme je dis, pour faire un état des lieux de l'API, savoir aujourd'hui, par rapport au top 10, OWASP Top 10 Vulnerabilities, est-ce que je suis bon ou bien j'ai des défaillances sur à tous ces niveaux-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, on va monter à un autre niveau. Donc là, vraiment, on parle de threat intelligence. Donc là, jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, on est en mode, quelque part, pompier, on va être en mode réactif. Là, la threat intelligence, d'accord, on va parler de la sécurité V2, c'est-à-dire qu'on va anticiper la prochaine menace. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avant qu'une attaque arrive, forcément, elle a été préparée. On a vu le kill chain model. Donc, il y a déjà des hackers qui ont repéré les lieux, qui ont essayé de faire des tentatives de connexion. Et voilà, donc en fait, l'idée de la threat intelligence, c'est de pouvoir anticiper la prochaine menace. D'accord? Donc, la threat intelligence, c'est quoi? On appelle ça la sécurité V2. Donc là, on est en mode anticipation. Donc, on a l'intelligence, des renseignements au niveau de l'open source, aux int, on a du média social information, intelligence humaine, et alors, on a aussi. On a 5 minutes, il nous reste 5 petites minutes. Oui, on est bon. Merci. Merci. Et on a aussi tout ce qui est, en threat intelligence, on a tout ce qui est deep dark web monitoring, c'est-à-dire que l'analyse en profondeur des discussions qui se font au niveau des forums des hackers. Donc ça, c'est vraiment, il faut savoir, est-ce que des données qui ont été fuitées à ce niveau-là du deep dark web, est-ce que des appareils de données personnels, mais aussi des données de l'entreprise. On a vu plusieurs entreprises qui avaient des vouchers en vente à moitié prix, des données, des mots de passe et utilisateurs, sur tout ce qui est airbag, programmation des airbags, on a vu en fait des fichiers partagés avec les hackers. Donc voilà. Donc la threat intelligence permet de mieux se défendre et permet de détecter la prochaine menace, de prémiser une prochaine menace. Donc idéalement, ça serait bien de faire au moins l'état des lieux des risques externes, qu'on appelle la surface d'attaque de l'entreprise. Donc on voit aujourd'hui
quand on parle de threat intelligence, il y a énormément d'indicateurs, ce qu'on appelle les IOC. Hein. Donc, on a des outils, des plateformes comme MISP ou les CERT nationaux qui vont partager ces IOC, mais il faut pouvoir aussi envoyer ces IOC rapidement vers les équipements périmétriques pour pouvoir en fait les enrichir et se prémunir d'une nouvelle attaque. Donc, on a parlé d'une cyberattaque, la moyenne c'est 200 jours, et tout ce que va apporter une threat intelligence, c'est d'éviter et d'être en amont le plus possible de la chaîne d'attaque. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'avoir les logs pour pouvoir détecter est-ce qu'il y a une intrusion, est-ce qu'il y a une exploitation, etc. etc. Donc, tout ça, c'est vraiment on boucle la boucle. Hein. Donc là, on va essayer de remonter en arrière et anticiper la prochaine menace. Voilà, donc là, on est bon, on a pratiquement arrivé à la fin de notre session, notre atelier. Merci beaucoup pour votre participation. Y a-t-il des questions? Alors, je n'ai pas noté de questions dans le public. Oui, là, il n'y a pas eu. Alors, il y a eu quelques remarques tout à l'heure quand on n'entendait pas. D'accord. Mais il n'y a pas eu de questions directement dans la salle. Bon, bah super. Il n'y a pas eu de questions, tout était clair du coup. Donc, c'est très bien. Donc, voilà, donc nous aujourd'hui, oui, dites-moi. Oui. Au niveau de ce que vous conseillez à vos clients, justement, parce que là, on a vu quand même des choses intéressantes en termes de méthodologie. Et puis, on a vu que vous êtes monté progressivement en gamme. Oui. Vous êtes parti bas niveau et puis après, vous êtes monté sur les API. Donc, je trouvais ça intéressant. Est-ce que peut-être, si aujourd'hui, une société africaine vient vous voir en vous disant, écoutez, moi, j'entends se parler de sécurité de plus en plus, je n'ai pas de retour personnellement, je n'ai pas de stratégie de sécurité. Qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui? S'il n'a rien du tout, s'il n'a vraiment rien, aucune politique de sécurité, etc., donc c'est important de mettre en place déjà, de réfléchir aujourd'hui, déjà comprendre comprendre le contexte de l'entreprise. Hein. Donc, est-ce qu'elle est, par exemple, si c'est une société qui travaille dans la finance, ou c'est une société qui travaille en ligne et qui va gérer, va offrir des services à une entreprise, aux particuliers ou d'autres. Voilà. Donc, du coup, elle a de la donnée patrimoniale, d'accord? Donc, il y a des données personnelles. Donc, en fait, il va falloir monter au crescendo, c'est-à-dire dire, il y a quelque chose de base qu'il faudrait faire aujourd'hui et construire avec eux un plan sur au moins 1 an ou 2, d'accord? Parce qu'on ne peut pas tout faire dès le départ. Ouais, en 2 mois, ouais. En 1 mois ou 2, on ne peut pas. Ouais. Donc, premièrement, il y a une question budgétaire, mais aussi, il va falloir, les RSSI, ils ont besoin de convaincre les managers, leurs propres managers. Et des fois, c'est le PDG de l'entreprise. Et pour le PDG de l'entreprise, la sécurité, c'est un coût, c'est juste une dépense. Il ne voit pas ça comme un investissement Tout à fait. Donc, du coup, il va falloir donner les outils au RSSI, lui dire, voilà, comment tu vas réussir à justifier tel investissement par rapport au risque que cela peut engendrer. Donc après, il faut au moins alerter le PDG ou le manager par rapport au risque que cela peut engendrer. Le coût, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui est sous attaque, en règle générale, pour sortir d'une attaque, en fonction de la gravité, mais ça peut lui prendre entre 2 mois, voire 6 mois. Donc pendant ce temps-là, le service informatique est down et en fait est pas forcément sans, mais en tout cas, il est dégradé. Et donc, du coup, ça manque de rentrée financière pour l'entreprise, l'image de marque, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment, il va falloir vraiment, il y a un travail de sensibilisation au niveau du PDG. Après, une fois qu'il sensibilise, on va mettre en place un plan d'action. Allez, on va construire une PSSI avec lui, dans la partie gouvernance, pour pouvoir ensuite dire, ben voilà, on commence à ce niveau-là. À terme, on veut arriver là, mais on commence à décéder étape par étape. Il faut d'abord protéger le périmétrique. Hein, donc ça, c'est un firewall, c'est nécessaire, on est obligé.
Après, protéger les postes de travail qui communiquent avec l'extérieur, encore une fois. Et après, on augmente petit à petit par rapport à ses besoins, par rapport à son activité. Donc, il n'y a pas de règle magique. Hein. Il y a les bonnes pratiques, les 114 mesures à mettre ISO 27002. Mais encore une fois, on ne peut pas tout faire dès le départ et il faut prioriser par rapport à leur contexte. Et ce qui est important, si on fait un audit de sécurité, d'accord, ou faire le risque d'exposition à la surface d'attaque du point de vue de l'attaquant, parce qu'il y a des outils qui permettent de le faire, ça donne déjà une cartographie des vulnérabilités à un instant T. Et à partir de là, on peut dire, ben voilà, je veux corriger d'abord ces patchs-là, voilà, j'ai des ports ouverts ici, etc. Donc si on fait un audit, ça permet tout de suite de savoir où on en est et mettre en place derrière le plan qui va bien. D'accord. C'est deux choses en parallèle. Merci. Est-ce que Patrick a un complément par rapport à ce qui a été dit? Vous avez un point? Alors, moi, non. C'est-à-dire qu'en fait, je vais résumer en une phrase ce qu'il faut faire. Hein. Oui. Une entreprise qui n'a rien en sécurité, elle doit sécuriser deux choses. La base, c'est-à-dire les postes de travail via un EDR, et tout le périmètre via un SOAR. Ça, c'est vraiment le minimum pour ne pas se retrouver tout nu face aux hackers. Super, super. Bon, bah écoutez, vous avez entendu. Hein, bon, après, il a utilisé des mots de spécialiste. Hein. Il a utilisé 2 mots de spécialiste là qui m'ont peut-être un peu échappé. Le poste de travail via, c'est quoi? C'est un DDR? EDR, c'est pour. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure dans la pyramide. On l'a vu dans la pyramide. Voilà. EDR, c'est vraiment le niveau, le niveau supérieur pour le poste de travail. Ouais, c'est ça. Et le SOAR, c'est de l'orchestration et de l'automatisation, remédiation. Ça, c'est pour paramétrer tout ce qui est équipement périmétrique. Super. Donc, tout ce qui est firewall, proxy. Excellent. Voilà. Excellent. Alors là, j'aime bien ce genre de recommandations. C'est petit 1, petit 2, c'est impeccable. Merci en tout cas, messieurs, pour votre. Merci à vous. Merci pour votre prestation. Désolé pour le début un peu difficile. Je rappelle que vous êtes avec nous sur un atelier dans le cadre du CESIA et que vous avez proposé des outils au niveau de la sensibilisation du RSSI. Donc, on a pensé au RSSI et vous avez fait des recommandations très claires. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très structuré. On a commencé par les logs. Voilà. Collecter les logs, mais attention, pas 30 jours, pas 60 jours. Faites attention à comment vous les collectez. Et j'ai noté le 120 jours, 180 à 200 jours, d'accord? Ça se prépare. Donc, ça, c'était intéressant. Le coût des comptes privilèges, comptes à privilèges. Voilà. Donc, ça aussi, j'ai noté. Le travail d'automatisation de la réponse aux incidents. Donc, je pense aussi, ça, c'est le côté, peut-être, services utiles. D'accord, il faut des process. Pas forcément. C'est vraiment aujourd'hui, pour faire simple, une minute. Aujourd'hui, quand on a une alerte, un ingénieur ou le RSSI, peu importe la personne qui gère la sécurité, elle va lancer des actions manuelles. D'accord. Donc, elle va, par exemple, c'est là une attaque. Elle va bloquer les adresses IP au niveau du firewall. Elle va mettre à jour les antivirus avec la signature qui va bien, etc. Donc, ça va être manuel aujourd'hui. Sauf que si l'ingénieur, il est 2 h du matin et on est le 31 décembre, il y a 0% de chance qu'il va pouvoir gérer l'incident. D'accord. Donc, maintenant, si vous êtes complètement au moins des MSSP et manager, etc., donc il n'y a aucun souci. Vous êtes couvert 24/24. Mais si vous n'êtes pas, là, vous avez une plateforme qui permet de couvrir 24 heures sur 24 et qui va permettre d'automatiser cette réponse incident au lieu que vous, manuellement, vous le fassiez. La plateforme le fait à votre place et vous pouvez dormir tranquillement et voilà, vous gagnez du temps. Merci. Super. Merci en tout cas pour ces recommandations. Bonne continuation à vous et au plaisir à une prochaine édition du CESIA. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Je peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée, ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non
Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali, et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Oh. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. Excusez-moi du peu. Je vais pas lui en vouloir.